Alors que deux infirmières s'occupaient de nettoyer un cadavre masculin à la morgue, elles ont remarqué que les blessures présentes sur le corps du défunt avaient subi une transformation. À cet instant, elles étaient sur le point de prendre des photographies pour leurs archives lorsqu'un miracle médical impensé s'est produit. L'identité du défunt était Jonas, un orphelin qui, faute de diplôme universitaire, effectuait uniquement des travaux temporaires dans la construction pour survivre. La seule source de satisfaction qu'il éprouvait était sa relation avec Anna, une femme qu'il aimait intensément. Les conversations téléphoniques avec sa petite amie s'étaient consolidées comme le principal motif de joie dans une existence monotone et routinière. Lors de cette journée précise, après avoir terminé sa conversation avec Anna, Jonas a soudainement ressenti une vive douleur à la tête. Cette douleur l'accompagnait depuis longtemps, et il parvenait généralement à la soulager avec un court repos. Initialement, Jonas a pensé à chercher un coin pour se reposer, comme il avait l'habitude de le faire. Cependant, de manière inattendue, la structure qui se trouvait au-dessus de lui s'est effondrée soudainement, et les personnes présentes sur les lieux l'ont rapidement entouré. Quelques minutes plus tard, une ambulance l'a transféré à l'hôpital, bien que, où à ce moment-là, Jonas se trouva déjà dans un état critique, presque à la frontière de la mort, étant impossible de le sauver. Par la suite, son corps a été envoyé à la morgue. Conformément au règlement sanitaire, un nettoyage superficiel du cadavre a été effectué, des photographies officielles ont été prises, et le certificat de décès a été émis. C'est à ce moment précis qu'un phénomène insolite s'est produit. Jonas, qui avait été déclaré mort, s'est soudainement redressé d'un coup. Le personnel médical est resté paralysé, incapable de réagir. Lorsque Jonas s'est réveillé, il semblait désorienté, poussé par l'envie de s'échapper. Il a poussé avec force la porte de la morgue et s'est enfui en courant. Les agents de sécurité qui le gardaient ont tenté de l'arrêter immédiatement. Avec adresse, il a contourné les barrières et a réussi à atteindre le balcon de l'hôpital, d'où il a sauté sans se blesser, s'échappant ainsi des lieux. Quelque temps plus tard, Jonas est retourné dans la cabane qu'il louait habituellement et a cherché désespérément tout type de nourriture. Lorsqu'il n'y avait plus de nourriture humaine, il s'est même approprié la nourriture du chat. À cet instant, il ne restait plus rien à manger. Alors il a pris un détergent dans le placard et en a bu une gorgée, croyant que c'était de l'eau. Cependant, Jonas ne ressentait toujours pas la satiété. Il a ouvert une boîte de lessive et a commencé à l'ingérer, remplissant sa bouche de bulles de savon. À ce moment-là, il a commencé à ressentir une légère amélioration physique. D'un autre côté, la nouvelle de la supposée résurrection de Jonas a suscité un grand émoi. Une organisation énigmatique a observé la photo de son décès et a semblé planifier une action. Après y avoir réfléchi, Jonas a décidé de se tourner vers Anna pour lui demander de l'aide afin d'enquêter sur ce qui lui était arrivé. Elle, qui travaillait à l'hôpital, pouvait rapidement obtenir des informations sur lui. Jonas savait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour la convaincre, il lui a immédiatement montré l'endroit où il avait été blessé initialement. À sa grande surprise, en seulement une demi-journée, les blessures sur son corps ont complètement disparu. À ce moment-là, Anna a dû accepter que les miracles existent dans le monde. Selon ce que Jonas lui a raconté, lorsque le médecin a annoncé sa mort, il est resté conscient, seulement extrêmement faible. De plus, il a senti que son corps était plus fort qu'avant, avec une légère tendance à dépasser les limites normales. Quant à sa résurrection, Anna a commencé à considérer qu'il s'agissait d'un phénomène hors du commun. Bien qu'elle nourrit encore quelques doutes concernant ce que Jonas affirmait, elle ne l'a pas rejeté complètement. À la place, elle a suggéré que Jonas se soumette d'abord à un scanner cérébral pour vérifier que la lésion à la tête était réellement guérie. Compte tenu du fait que beaucoup de symptômes décrits par Jonas pouvaient être des signes précurseurs d'une congestion cérébrale, elle a décidé que le mieux était de confirmer l'état de son cerveau. Inquiète de la possibilité qu'une figure mystérieuse ait tenté de l'assassiner auparavant, Anna a caché Jonas dans un entrepôt et a organisé la réalisation du scanner. Après un certain temps, elle est revenue avec une blouse d'hôpital et un fauteuil roulant pour que Jonas puisse sortir confiné et de manière discrète. Déguisés, ils ont réussi à atteindre sans encombre la salle d'équipement médical. À ce moment-là, Jonas a observé que de nombreuses lignes fines et filamenteuses entouraient la machine. Sous la protection d'Anna, ils ont bientôt reçu les résultats. La structure de la tête de Jonas était dans des conditions normales, sans signe de congestion cérébrale. Cependant, dans les résultats du scanner, Anna a trouvé quelque chose qui l'a profondément surprise. La forme de son crâne semblait avoir subi une intervention préalable, en plus de dispositifs métalliques implantés à l'intérieur. Bien qu'elle ne puisse pas préciser ce que cela signifiait exactement, elle pressentait que ce n'était pas naturel, mais que quelqu'un avait délibérément placé les dispositifs dans sa tête. Jonas a commencé à soupçonner que cet élément mystérieux pourrait être lié à sa résurrection,
Et il s'est souvenu que, durant l'opération à l'hôpital, le médecin avait trouvé un composant métallique inconnu dans son crâne et l'avait extrait. Cela lui a fourni un indice important. Et il a demandé à Anna de l'aider à localiser cet objet. Ainsi, tous deux se sont dirigés clandestinement vers le dépôt où étaient stockés les déchets médicaux de l'hôpital. Ils ont enfin réussi à localiser le sac de déchets chirurgicaux du jour où tout s'était produit. Après quelques efforts, ils ont réussi à trouver le composant métallique qui ressemblait à un petit dispositif électronique avec un symbole étrange gravé sur sa surface. Bien qu'ils ne l'aient jamais vu auparavant, ils ont décidé de commencer à enquêter sur ce symbole pour comprendre ce que c'était exactement. Mais avant de commencer cette recherche, un nouvel événement s'est produit. Alors qu'ils sortaient du local à déchets, ils ont été interceptés par 3 agents de police qui ont tenté de les arrêter immédiatement, les laissant perplexes. À cet instant, l'assassin en noir, qui suivait Jonas depuis longtemps, est apparu soudainement. Jonas a réagi rapidement, prenant sa petite amie et fuyant vers l'extérieur. Avec elle, il a escaladé la grille en fer. Cependant, avant de pouvoir s'échapper complètement, l'assassin s'est approché directement de Jonas. Celui-ci, prêt à lutter jusqu'au bout, s'est préparé à l'affronter. Immédiatement après cet instant, une conductrice a émergé de son véhicule sans offrir de résistance. Jonas a été surpris et frappé par cette femme énigmatique. Anna, qui se trouvait dehors et surveillait depuis la clôture, assistait à toute cette scène avec une anxiété maximale. Mais elle n'a pu qu'observer, impuissante. Cette femme traînait son petit ami jusqu'à la voiture et l'emmenait, la laissant sans possibilité d'intervenir. Après un court instant, la même femme a conduit Jonas vers une installation clandestine. Plusieurs de ses complices l'ont traîné hors de la voiture et l'ont emmené dans une pièce où ils l'ont attaché à un équipement de capture. Jonas a ressenti une sensation vague et inquiétante que quelque chose d'omine était sur le point d'arriver, et à ce moment précis, quelqu'un a actionné un bouton. Un courant électrique de grande puissance a traversé instantanément tout son corps. Pour une personne moyenne, une décharge de cette magnitude serait mortelle sur le coup. Cependant, Jonas a ressenti seulement une intensité extrême dans ses sensations, sans danger pour sa vie. Même sous le stimulus de cette charge, il semblait déployer une force encore plus grande. Alors que le courant augmentait progressivement, la tache de naissance sur son flanc est devenue d'un rouge brillant et sa force a commencé à croître lentement. En un instant, Jonas a réussi à se détacher facilement du harnais qui le maintenait prisonnier. Le superviseur, réagissant rapidement, a actionné un bouton d'alarme qu'il portait à ses côtés. En réponse, une sirène a retenti et les portes d'entrée du bâtiment caché ont été verrouillées. Mais ces barrières n'ont plus eu d'effet sur Jonas. Il a avancé dans un passage et, avec force, a détruit la porte en fer de ses propres mains. La femme énigmatique qui courait dans sa direction n'a pas pu l'atteindre. Elle a seulement pu contempler, impuissante, Jonas entrer dans le passage et réussir à s'échapper. Cependant, ce groupe d'individus mystérieux avait déjà prévu cette stratégie et avait préalablement bloqué la sortie du passage. Malgré cela, ils ont sous-estimé le pouvoir de Jonas, et il a brisé en deux la solide chaîne en fer qui le retenait. Ce petit délai, cependant, a permis à la femme masquée de le rattraper. En se voyant entouré par cette énergie débordante, Jonas n'a ressenti aucune crainte envers elle. Il faisait pleinement confiance à sa propre puissance. Et ce que la femme a affirmé ensuite l'a laissé paralysé immédiatement. Elle a garanti que tous possédaient des super-pouvoirs et que ce kidnapping ne cherchait pas à lui faire du mal, mais à activer complètement son potentiel extraordinaire. Malgré ces mots, dans cette situation si dangereuse, Jonas n'a absolument pas cru à ses promesses. Jonas, sans hésiter, a fui rapidement l'installation cachée et a décidé d'enquêter par lui-même sur la vérité de semblables affirmations. Après sa fuite, Jonas est retourné au lieu d'assistance sociale où il avait vécu précédemment. Là, en secret, il a consulté les archives et a découvert des informations sur sa propre histoire. Il a appris qu'il était entré dans ce centre de bien-être à l'âge d'à peine 2 ans. Durant cette même période, il a subi une opération à la tête en raison d'une maladie encore inconnue. De plus, ces informations certifiaient qu'à cet instant, on lui avait implanté un composant électronique dans la tête. Jonas soupçonnait que cet objet mystérieux avait été greffé en lui à cette même date, bien que les registres n'indiquassent pas la raison de cette opération chez un enfant si jeune. Pour éclaircir toute cette intrigue, il ne lui restait qu'à contacter les personnes impliquées de l'époque et à mener sa propre enquête. Par chance, les dossiers incluaient la signature du chirurgien responsable. Sans tarder, Jonas a appelé sa petite amie Anna et lui a demandé de trouver le nom du médecin. Faisant confiance au système de l'hôpital, Anna a réussi à le localiser et a envoyé l'adresse actuelle de sa résidence à Jonas. Avec ces informations en main, il a commencé à se préparer pour partir. Cependant, Anna, inquiète du danger de cette mission, a décidé de l'accompagner. Mais tous deux ignoraient qu'un groupe secret de surveillants les observait en silence. Il y a peu de temps,
La police avait reçu des rapports sur la mort supposée de 3 membres d'un groupe inconnu et avait immédiatement lancé une enquête, bien qu'il n'ait pas réussi à identifier le masqué qui a commis les meurtres. Les caméras ont capté les silhouettes de Jonas et Edana, les considérant comme suspects dans ce contexte. D'autre part, Jonas était déjà arrivé à l'endroit où se trouvait son objectif. C'est un vrai pelliculon. Comme il se méfiait d'Anna, il a d'abord cherché le médecin et lui a posé plusieurs questions. Après l'avoir trouvé, il a obtenu des détails sur son intervention passée et a approfondi ses connaissances sur ce qui se trouvait en lui. Le docteur a raconté ce qui s'était passé à cette époque. Jonas souffrait d'une maladie inhabituelle, inconnue de la médecine, qui accélérait sa croissance et augmentait sa force au-delà des niveaux normaux. Cependant, cette croissance excessive faisait que ses os ne pouvaient pas supporter la charge, provoquant des douleurs intenses dans tout son corps. Le médecin n'avait jamais vu un tel cas et a tenté d'utiliser toutes les méthodes possibles sans succès. En entendant cela, Jonas a demandé rapidement s'il se souvenait de l'emplacement de cette clinique. Mais le médecin a hésité. Il ne se souvenait même pas du nom du chirurgien principal. La seule chose qu'il a pu confirmer était l'accord de confidentialité qu'ils avaient signé à l'époque. Le médecin s'est levé pour chercher ce document tandis que Jonas restait dans la chambre à regarder par la fenêtre. Soudain, il a remarqué plusieurs voitures noires et mystérieuses garées juste en dessous de l'appartement du médecin. Au début, il a pensé que c'était quelque chose d'habituel, car beaucoup de personnes garent des voitures dans la rue. Avant qu'il ne puisse réagir, ces hommes en noir ont commencé une attaque directe, et la scène s'est transformée en une action pleine de tension et de danger. Bien que la force de Jonas dépassât largement celle d'une personne moyenne, ce qu'ils utilisaient contre lui n'était absolument pas des munitions conventionnelles. Jonas a résisté un instant, mais il a ensuite perdu connaissance et s'est effondré. Au milieu du chaos, le médecin, une personne ordinaire, avait déjà été abattu. Quand Jonas a repris ses esprits, il s'est retrouvé dans une chambre inconnue. Quelqu'un l'avait clairement secouru, bien qu'à ce moment-là, il n'y eut personne d'autre autour de lui. Avec le plus grand soin, Jonas a examiné les environs et a finalement détecté une femme sur le toit. Elle affirmait s'appeler Eleanor et possédait des capacités extraordinaires. C'est elle qui l'a libéré du chaos. Selon Leander, la situation de Jonas était un cas atypique parmi les porteurs de super-pouvoirs. Il le nommait un occultateur. Il avait une carrure bien plus imposante que celle des personnes normales et une vitalité bien plus vigoureuse. Le plus pertinent était que des défauts, tels que l'amélioration physique, n'étaient que des sous-produits de sa véritable aptitude. Avec l'aide de Leander, Jonas a décidé d'activer son super-pouvoir pour la première fois. L'explication semblait si abstraite que Jonas ne parvenait pas à comprendre en quoi consistait exactement cette capacité. Pour avoir un concept plus clair, Leander l'a conduit dans un espace fermé secret où plusieurs personnes l'attendaient déjà. Il a indiqué à Jonas d'activer son pouvoir et de prêter une grande attention au mur face à lui. Bien qu'il ne comprenne pas encore complètement, Jonas a obéi. Il a alors vu comment les courants d'informations autour de lui formaient un vaste réseau sur le mur et de manière vague, il aperçut que sous cette maille se trouvait une porte. À ce moment-là, il a compris le principe. Les courants d'information et d'énergie bloquaient l'accès à cette ouverture, empêchant les autres de pouvoir la voir ou la percevoir. En tant qu'occultateur, Jonas pouvait facilement traverser ce réseau d'énergie et toucher la poignée. À cet instant, un espace complètement nouveau et vaste s'est ouvert devant lui. Bien qu'il s'agisse toujours d'un entrepôt, à l'intérieur se trouvaient plusieurs caisses, clairement les objectifs de Leander et de ses compagnons. Les gens qui attendaient dehors sont entrés rapidement et ont sorti les caisses. À ce moment, Jonas a observé un motif énigmatique dessiné sur l'une d'elles. Il a reconnu instantanément qu'il s'agissait de la même figure sur un composant électronique qu'il avait vu auparavant. Il s'est rendu compte que cela contenait sûrement des informations liées à lui, c'est pourquoi il a pris cette caisse sans hésiter. Après quelques minutes, Jonas, Leander et les autres sont retournés à la base. Les caisses qu'ils transportaient étaient remplies d'objets anciens et de curiosités, mais celle de Jonas contenait une sacoche avec des documents. Cependant, Jonas ne s'est pas senti déçu. Cela a renforcé ses soupçons qu'il y avait là des choses liées à lui-même. Juste avant de pouvoir l'examiner, une silhouette mystérieuse est apparue silencieusement à ses côtés. Jonas s'est mis en alerte, mais il a bientôt reconnu qu'il s'agissait de la même femme qu'il avait enlevée auparavant. Cela lui a permis de croire que ce qu'elle disait était vrai, et il a donc été disposé à dialoguer avec elle. Quelques minutes plus tard, tous deux sont arrivés sur le bas-côté de la route. La femme s'est présentée comme Ed, une détective dotée de capacités extraordinaires, spécialisée dans l'enquête sur les crimes commis par des personnes aux pouvoirs spéciaux. Elle pouvait amplifier ses sens et ses capacités analytiques. Selon ce qu'a expliqué Ed, un bébé a été brutalement assassiné il y a peu de temps. La scène suggérait qu'il s'agissait d'un occultateur, car ces êtres sont très particuliers et un peu parasites, ils ont besoin d'absorber de l'adrénaline périodiquement. Après avoir appris cela, la Fraternité, organisation chargée des occultateurs, a engagé Ed pour enquêter sur l'affaire.
Elle a découvert que Jonas avait fui rapidement l'hôpital où le crime a eu lieu le même jour, et c'est ainsi qu'elle a réussi à trouver sa localisation. Jonas s'est senti impuissant. C'était une pure coïncidence qu'il se trouva être un occultateur, mais ils ont aussi montré des preuves indiquant qu'il n'était pas responsable du meurtre. Examinant les photos que Jonas a prises, Ed a su qu'il avait été envoyé à l'hôpital après être tombé d'un bâtiment pendant l'incident et que son super pouvoir s'est activé après qu'un composant électronique énigmatique a été extrait par le médecin. Elle a observé le symbole sur ce composant et est restée pensive. Ensuite, elle a dit à Jonas que seule elle pouvait dissiper ses doutes. Durant ce temps, Jonas a dû coopérer pleinement avec Ed. À cet instant, son subordonné, déguisé en mendiant, s'approcha lentement depuis l'autre côté de la rue. Quand Ed allait descendre de la voiture pour le saluer, il vit une camionnette s'arrêter brusquement près du mendiant. Jonas réagit vite. Avec son corps amélioré, il a sauté facilement à l'arrière de la camionnette et les a suivis jusqu'à un bâtiment mystérieux. Il a observé comment ils entraient et il s'est également glissé derrière eux, mais en entrant, il est resté paralysé. Devant lui se trouvait le symbole de ce composant électronique dans le hall. Il s'est rendu compte immédiatement qu'il pouvait s'agir de l'antre de l'ennemi et il est devenu encore plus alerte. En espionnant par la fente de la porte, il a vu qu'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Un homme habillé comme un docteur semblait préparer une opération sur le mendiant. Jonas a eu la certitude qu'il n'y avait là qu'un ennemi. Avant d'entrer, il a profité d'une distraction pour le neutraliser, secourir le mendiant et ensuite interroger le médecin. Il a découvert que cet endroit était la clinique où il avait déjà été opéré auparavant. Durant l'interrogatoire, le docteur a révélé des informations encore plus surprenantes. Cette maladie dont souffrait Jonas n'était pas commune, mais héritée de son père. Seule une prothèse lui permettait d'atténuer sa capacité d'occultateur et de soulager sa douleur. Le plus curieux était que cette maladie lui permettait seulement d'absorber l'adrénaline de quelqu'un du même sang. Sans cela, il mourrait rapidement. En entendant cela, Jonas est resté paralysé. Pendant un instant, il a compris quelque chose de clé au lieu de n'être qu'une enquête. Il comprenait maintenant que ces meurtres étaient liés à son père. L'organisation qui les avait orchestrés, la fraternité, avait sûrement tenté de l'attraper pour absorber son adrénaline. Mais où pouvait-il trouver son père pour l'affronter? Le médecin a expliqué que cette maladie présentait aussi une marque de naissance héritée. Jonas a montré la grande cicatrice sur son flanc, confirmant ses soupçons. Avec cet indice, il a imaginé un moyen de localiser son géniteur. Et à ce moment-là, le mendiant a mentionné avoir vu exactement la même marque sur un lieutenant de l'armée dont l'âge correspondait à celui de son père. Rapidement, Jonas a emmené le mendiant et s'est préparé à chercher le lieutenant. Mais en sortant du bâtiment, ils ont vu des cadavres partout et l'une d'elles était Ed, gravement blessée près de là. Jonas est accouru à ses côtés en urgence. Son état était critique et elle a seulement eu le temps de lui dire de prendre une photo dans sa poche et de chercher quelqu'un nommé Berg. Cette personne l'aiderait dans l'enquête. Puis, elle a perdu connaissance. Jonas a envoyé le mendiant conduire Ed à l'hôpital, tandis qu'il est sorti lui-même chercher Berg. Après l'avoir localisé, Berg a sorti un album avec des photos de tous les officiers survivants de la guerre, dans lesquels le mendiant a trouvé le lieutenant. Jonas, ému, n'a pas pu contenir son émotion. C'était son père, avec qui il n'avait jamais eu de contact. Ce qui l'a le plus choqué, c'est que cet homme semblait être le cerveau derrière tout cela, et, en réalité, le responsable du meurtre du bébé. Avec ces preuves, Jonas fut plus convaincu que ce lieutenant était la menace voulant l'éliminer. Il décida de retourner à l'hôpital consulter Ed, déjà rétablie. Grâce à sa connexion avec elle, il a pu activer son super pouvoir et pister le signal du téléphone du lieutenant, trouvant finalement sa cachette. Père et fils se sont affrontés et se sont regardés face à face. Mais Jonas n'a ressenti que de la rancœur. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi son père, après tant d'années, lui envoyait des gens pour le tuer. L'explication du militaire était qu'il le faisait pour des motifs de survie. Jonas, profondément déçu, n'a pas hésité à agir contre lui. Avec son ouïe fine, aperçut les pleurs d'un bébé à l'étage supérieur. Ils sont montés rapidement, et là, ils ont trouvé plusieurs hommes en noir entourant un bébé lors d'une étrange cérémonie. Bien qu'Ed n'eût pas tous les détails, il était évident que quelque chose ne collait pas. Sans perdre de temps, elle a pris le bébé et ils ont entrepris la fuite. Les hommes en noir, en remarquant l'action, les ont poursuivis et ont coincé Ed dans une impasse. Comme elle ne connaissait pas les lieux, elle a sauté par la fenêtre sans réfléchir à deux fois. Jonas, qui l'a vue, a couru pour l'aider, mais a été contrôlé par les hommes en noir. Heureusement, comme elle était une personne améliorée et dotée de super pouvoirs, Ed n'a pas été blessé et a réussi à s'échapper. Quand ils ont vu que le rituel échouait, les assaillants ont lâché Jonas et ont fui rapidement. Plus tard, dans une chambre secrète, plusieurs hommes en noir discutaient en silence de leurs prochaines étapes. Et c'est ainsi que se termine cette série. Si vous voulez voir plus de séries complètes sur cette chaîne, je vous recommande ces vidéos. Quel sacré film!